Quand moi je le rencontre, c'est à peu près 4 mois après la disparition de Delphine. Il n'y a aucune trace, aucun message, rien du tout. On est dans le mystère est total. Et Cédric Jubilard, lui, ce soir-là, ne me montre pas l'image, en tout cas, d'un homme triste. Début mars, il y a un premier contact qui se noue par Messenger, qui est son moyen de communication privilégié. Cédric Jubilard n'a pas envie de s'exprimer publiquement. En revanche, il accepte de converser avec moi pendant quelques semaines. Je l'approche et je le contacte sans a priori sur sa culpabilité ou son innocence. Je ne lui pose pas de questions sur les faits proprement dit qu'il aurait pu éventuellement commettre au cours de cette nuit fatidique, la nuit de la disparition de Delphine. En revanche, je l'interroge sur son histoire, sur son enfance, d'où il vient, quel couple il formait avec Delphine, sur sa vie professionnelle aussi. Et cette approche a l'air de l'intéresser et ça débouche sur une rencontre qui a lieu début avril 2021. Cédric est seul à son domicile puisque ses enfants sont gardés par la sœur de Delphine. Et donc il accepte de me recevoir le temps d'une soirée. Donc je me présente chez lui à Cagnac-les-Mines. Évidemment, j'arrive aussi dans cette maison avec une certaine appréhension. Je ne sais pas vraiment où je mets les pieds, à qui je vais faire face. Mais il me propose, pour briser la glace, de faire visiter les lieux, pièce par pièce. Et il semble assez fier de me montrer où il habite et de me montrer que sa maison, finalement, n'a rien d'un taudis. Ce n'est pas du tout l'état de délabrement que l'on peut éventuellement percevoir depuis l'extérieur, parce que c'est vrai que ce terrain un peu à l'abandon avec des jouets d'enfants qui jonchent l'entrée de la propriété, des bouts de ferraille, des pots de peinture, tout ça, ça donne une impression très, très étrange d'une maison quasiment en chantier. Mais une fois à l'intérieur, moi je me rends compte que cette maison est plutôt agréable à vivre, hein. Elle n'est pas tout à fait terminée, mais sinon c'est une maison tout à fait coquette, j'ai envie de dire. Alors c'est quelqu'un d'abord qui me paraît assez sympathique. C'est vrai que c'est difficile à dire compte tenu des charges qui pèsent aujourd'hui contre lui. Il est assez liant, il est assez même attachant par certains côtés parce qu'il parle de lui de manière très, très décomplexée, de façon très naturelle, avec un certain humour aussi. Il est capable aussi de manier l'autodérision. Lorsqu'il passe par exemple la commande, parce qu'on dîne ensemble, il choisit de passer commande chez un ami restaurateur, il commande des burgers au foie gras, et lorsqu'il passe sa commande, il se présente comme le mec le plus connu du Tarn. C'est à ce moment-là que cette expression est prononcée par Cédric Jubilard, et il ne peut pas s'empêcher de rire derrière. Et donc c'est vrai qu'il est très étonnant, très déroutant, très plaisant aussi par certains côtés, et puis il y a aussi une face un peu plus troublante, un peu plus dérangeante même que je perçois aussi ce soir-là, lorsqu'il évoque le souvenir de Delphine en des termes assez peu flatteurs, voire assez négatifs. Je sens encore chez lui une forme de ressentiment à l'égard de sa femme, et c'est évidemment troublant dans les conditions que l'on connaît, puisque quand moi je le rencontre, c'est à peu près 4 mois après la disparition de Delphine. Il n'y a aucune trace, aucun message, rien du tout. On est dans le mystère est total. Et Cédric Jubilard, lui, ce soir-là, ne me montre pas l'image, en tout cas, d'un homme triste. La vie, pour lui, ne semble pas s'être arrêtée le soir de la disparition de Delphine. Et évidemment, ça me laisse tout ça une impression assez mitigée. Dans les semaines qui précèdent son interpellation, il se sent victime des rumeurs, victime des racontards du village, hein, comme il dit, victime de la mauvaise réputation aussi qui lui colle à la peau depuis en réalité des années, et qui là évidemment prend un relief tout à fait nouveau avec la disparition de sa femme. Mais il est dans cette position de victime, et d'ailleurs, il va être reconnu comme victime par la justice le 30 avril. Il est entendu auditionné en tant que partie civile. Et à partir de cet instant, je sens aussi chez lui une manière d'être où il est beaucoup plus décomplexé, beaucoup plus à l'aise, parce que là, il peut se prévaloir auprès des autres de ce statut de victime. Et ça crée insidieusement aussi chez lui un léger sentiment de toute puissance qui commence à affleurer, je le sens. Il est beaucoup plus sûr de lui à partir de cette audition fin avril.
Il y a eu en réalité 3 rencontres physiques, à chaque fois à son domicile. La première seule à seule, suivie de 2 autres rencontres, et là en présence d'autres personnes à son domicile, et notamment Séverine, sa nouvelle petite amie que je rencontre dès la mi-mai. Évidemment, je suis un peu, comme tout le monde, perturbé par l'apparition de cette personne qui arrive assez rapidement dans son paysage intime, mais cette personne elle-même est par bien des côtés assez sympathique, assez agréable, hein, dans le contact en tout cas. C'est quelqu'un d'assez ouvert, là encore qui est assez drôle. Il y a cet humour aussi, et cette nature très décomplexée, cette manière d'aborder les événements de manière très naturelle, qui est tout à fait désarmante. C'est-à-dire qu'on ne s'attend pas à rencontrer des personnes qui vivent la situation de manière aussi décontractée, même si par moments, évidemment, le sujet de la disparition de Delphine revient dans les discussions. Je raconte cette scène qui se passe quelques jours avant l'interpellation de Cédric, où Séverine lui demande « Mais t'as quand même appelé un peu vite la gendarmerie, non? Pourquoi t'appelles aussi vite ?» Et donc je raconte aussi évidemment la réaction de Cédric à ce moment-là.